UE 2.11S1 Pharmacologie et thérapeutique. Interaction médicamenteuse. Une interaction médicamenteuse correspond à une modification cliniquement significative de l'effet pharmacologique d'un médicament lorsqu'il est administré de façon concomitante avec un autre médicament ou une autre substance, comme des aliments par exemple, quel que soit le sens de cette modification, c'est-à-dire qu'il en résulte une augmentation ou une diminution de l'effet pharmacologique. Le résultat de cette interaction médicamenteuse peut être utile et bénéfique pour le malade, notamment si elle permet une augmentation de l'efficacité des médicaments. Par exemple, le trimétoprime et le sulfaméthoxazole sont deux médicaments antibiotiques qui ont chacun une activité bactériostatique lorsqu'on les administre seuls, c'est-à-dire qu'ils inhibent la croissance et la reproduction des bactéries, mais ne les tuent pas. En revanche, lorsqu'on administre ensemble ces deux médicaments, comme dans la spécialité Bactrim, qui contient 400 mg de sulfaméthoxazole et 80 mg de trimétoprime, l'association de ces deux antibiotiques produit un effet bactéricide, donc une capacité de tuer les bactéries. De la même façon, le lopinavir, un médicament utilisé dans le traitement de l'infection par le VIH, a une activité modeste contre le virus lorsqu'il est utilisé seul. En revanche, lorsqu'il est combiné au ritonavir dans la spécialité Kaletra, qui contient 200 mg de lopinavir et 50 mg de ritonavir, son efficacité est considérablement augmentée. Malheureusement, la plupart des interactions médicamenteuses ont des conséquences néfastes pour le patient, soit parce qu'elles sont susceptibles d'augmenter la survenue des effets indésirables, soit parce qu'elles risquent d'être responsables d'une diminution d'efficacité des médicaments. Par exemple, l'administration de rifampicine, un antituberculeux, chez une femme traitée par un contraceptif oral, peut entraîner une perte d'efficacité du contraceptif par augmentation de son métabolisme hépatique. Un autre exemple est celui de l'association d'un anti-inflammatoire non stéroïdien avec un anticoagulant de la famille des antivitamines K, qui multiplie le risque de survenue d'effets indésirables de type hémorragique. L'administration concomitante de ces médicaments est donc formellement interdite, car le risque encouru par le patient est majeur. Des interactions médicamenteuses peuvent également survenir avec l'alimentation. En effet, certains médicaments voient leur absorption diminuer ou augmenter lorsqu'ils sont administrés au cours d'un repas. Le tableau présenté sur la diapositive donne quelques exemples de médicaments dont la pharmacocinétique va être altérée par l'alimentation, les conséquences qui en résultent pour le patient et la conduite à tenir pour leur administration. Par exemple, lorsqu'on administre du tacrolimus, un médicament immunosuppresseur, en même temps qu'un repas, les aliments diminuent l'absorption digestive du tacrolimus, ce qui risque de diminuer l'efficacité du traitement et donc d'entraîner son échec. Il semble plus prudent d'administrer le tacrolimus à jeun. Au contraire, une administration d'allophantrine, un médicament antipaludique, en même temps qu'un repas, provoque une augmentation de l'absorption du médicament qui risque d'entraîner l'apparition d'effets indésirables cardiaques. Il est donc recommandé de prendre l'allophantrine à distance des repas. Le darunavir, un médicament antirétroviral, et la griséofulvine, un antifongique, quant à eux, voient leur absorption digestive augmenter s'ils sont administrés au cours d'un repas. Cela permet une augmentation de leur efficacité et il sera donc préférable de prendre ces médicaments au cours du repas
pour en bénéficier. Les interactions médicamenteuses sont classées en 4 niveaux en fonction du risque évalué pour le patient. Le niveau de risque le plus faible est l'association à prendre en compte. Il correspond à un risque potentiel dont le prescripteur doit être conscient, mais pour lequel aucune recommandation pratique de prise en charge n'est proposée. Par exemple, l'association d'une benzodiazépine ayant un effet sédatif, comme le diazépam, avec une autre benzodiazépine à effet sédatif, comme le clonazépam, est une association à prendre en compte. Le patient risque une altération de la vigilance qui peut s'avérer dangereuse s'il conduit, par exemple. Le second niveau de risque est la précaution d'emploi. L'association est alors possible, mais des précautions sont à prendre pour le suivi du traitement du patient. Par exemple, un suivi clinique ou un suivi biologique renforcé, ou bien des dosages sanguins réguliers des médicaments. Un exemple d'association médicamenteuse faisant l'objet d'une précaution d'emploi est l'association de tacrolimus, un médicament immunosuppresseur, et de fluconazole, un médicament antifongique. Des dosages sanguins réguliers de tacrolimus doivent être réalisés pour éviter la survenue d'une insuffisance rénale grave liée à l'accumulation du tacrolimus. Le troisième niveau de risque est l'association déconseillée. Il s'agit d'une association devant être évitée au maximum, mais dans le cas où elle serait vraiment nécessaire, c'est-à-dire justifiée après l'analyse du rapport bénéfice-risque pour le patient, une surveillance étroite du patient doit être mise en place pour éviter la survenue d'effets indésirables graves. Par exemple, l'association de warfarine, un médicament antivitamine K, avec le diclofénac, un anti-inflammatoire non stéroïdien, entraîne une augmentation majeure du risque hémorragique rencontré avec la warfarine du fait de l'agression de la muqueuse gastro-duodénale par le diclofénac. Si l'association ne peut être évitée, il est nécessaire d'assurer une surveillance clinique, voire biologique étroite. Enfin, le niveau de risque le plus élevé est la contre-indication. La contre-indication constitue une interdiction absolue d'associer deux médicaments qui ne doit en aucun cas être transgressée. Par exemple, associer le bézafibrate avec le phénofibrate, qui sont deux médicaments hypolipémiants de la classe des fibrates, constitue une contre-indication. Il y a un risque majeur d'effets indésirables graves à type de rhabdomyolyse, c'est-à-dire une destruction massive des muscles pouvant conduire à une insuffisance rénale grave. Différentes situations sont à risque d'interaction médicamenteuse. Le risque est particulièrement élevé chez les patients polymédiqués, c'est-à-dire les patients qui prennent un grand nombre de médicaments, comme les patients âgés ou les patients atteints de pathologies chroniques. En effet, les traitements associant deux ou plusieurs médicaments sont très fréquents et constituent une source d'effets indésirables parfois graves liés à des interactions entre les différents médicaments prescrits. Les patients qui consultent plusieurs médecins différents et qui suivent plusieurs ordonnances différentes ont plus de risques de survenue d'interactions médicamenteuses. Enfin, la prescription de médicaments métabolisés exclusivement par certaines voies métaboliques, notamment celles mettant en œuvre les cytochromes P450, sera plus à risque d'interaction en cas d'administration concomitante avec des médicaments inducteurs ou inhibiteurs de ces mêmes cytochromes. Les interactions médicamenteuses peuvent donc dans certains cas être recherchées par le prescripteur pour leurs effets bénéfiques pour le patient. Cependant, il faut garder à l'esprit que la plupart des interactions médicamenteuses sont délétères pour le patient et doivent donc être évitées autant que possible. Certaines interactions peuvent survenir lors de l'administration des médicaments avec l'alimentation, ce qui peut donner lieu à des recommandations pour leur administration.
Enfin, les interactions médicamenteuses sont classées en 4 niveaux en fonction du risque pour le patient. L'association à prendre en compte, la précaution d'emploi, l'association déconseillée et la contre-indication qui correspond au niveau de risque le plus élevé. Voyons maintenant les différents types d'interactions pouvant se produire entre les médicaments et leurs mécanismes de survenue. Les interactions médicamenteuses résultant de l'association de 2 ou plusieurs médicaments sont de 2 types, pharmacodynamiques ou pharmacocinétiques. Les interactions pharmacodynamiques sont liées au mécanisme d'action des médicaments. Elles se produisent au niveau du site d'action et entraînent une modification de l'action pharmacologique des médicaments sans modification de leur concentration sanguine. Il s'agit soit d'une synergie, soit d'un antagonisme. A l'inverse, les interactions pharmacocinétiques résultent d'une modification du devenir des médicaments dans l'organisme et entraînent une modification de l'action pharmacologique associée à une modification de leur concentration sanguine. Ces interactions peuvent survenir au niveau des différentes étapes pharmacocinétiques, absorption, distribution, métabolisme et excrétion. Parmi les interactions pharmacodynamiques, la synergie ou potentialisation correspond à une addition d'effets, c'est-à-dire que l'effet d'un médicament est augmenté par l'administration simultanée d'un autre médicament. Lorsqu'il s'agit d'une addition d'effets pharmacologiques, cette interaction médicamenteuse est souvent prévue et bénéfique pour le patient. Par exemple, la synergie d'action existant entre le sulfaméthoxazole et le triméthoprime permet à l'association de ces 2 médicaments d'exercer un effet bactéricide. Lorsqu'il s'agit d'une addition d'effets indésirables, cette interaction médicamenteuse est non souhaitée pour le malade. Ce type d'interaction est souvent détecté après plusieurs années d'utilisation du médicament, d'où le rôle primordial de la pharmacovigilance. Par exemple, l'association de vancomycine et d'amicacine, 2 médicaments antibiotiques, majore le risque de toxicité auditive. Le deuxième type d'interaction pharmacodynamique est l'antagonisme qui correspond à une opposition d'effets. 2 médicaments sont dits antagonistes lorsque l'un d'eux est capable de s'opposer partiellement ou totalement aux effets de l'autre. Par exemple, le méthoclopramide, un médicament antiémétique utilisé pour contrôler les vomissements, est capable d'empêcher la lévodopa, un médicament de la maladie de Parkinson, de se fixer à son site d'action. Les effets bénéfiques de la lévodopa disparaissent, le traitement antiparkinsonien devient alors inefficace. Il s'agit d'un antagonisme non souhaité. En revanche, certaines interactions médicamenteuses par antagonisme peuvent être recherchées, notamment l'association de flumazénil et de médicaments de la classe des benzodiazépines. En effet, dans les surdosages aux benzodiazépines, le flumazénil va déplacer la benzodiazépine de son site d'action et arrêter son action. Cet antagonisme est recherché pour mettre fin à l'intoxication. Bien connaître les effets pharmacologiques et indésirables des médicaments à associer, ainsi que leur mécanisme d'action, permet donc d'éviter ou d'anticiper les interactions pharmacodynamiques. Lorsqu'elle dépend de la pharmacocinétique des médicaments, l'interaction résulte d'une modification du devenir de l'un des médicaments dans l'organisme. L'un des médicaments peut diminuer ou au contraire accélérer l'absorption, la distribution, le métabolisme ou l'excrétion de l'autre. Bien connaître la pharmacocinétique des médicaments à associer permet donc d'éviter ou d'anticiper les interactions pharmacocinétiques. Les interactions médicamenteuses les plus significatives en clinique sont celles qui ont lieu à l'étape d'absorption et de métabolisme
et qui peuvent conduire à une augmentation des concentrations sanguines du médicament ou au contraire à un sous-dosage rendant le traitement inefficace. Les seules interactions pharmacocinétiques qui seront traitées dans la suite du cours sont donc les interactions se produisant au niveau des phases d'absorption et de métabolisme des médicaments. Certains médicaments peuvent modifier de diverses façons l'absorption intestinale d'autres médicaments. Il en résulte une diminution du passage des médicaments à travers l'épithélium digestif, donc une diminution de la quantité de médicaments qui atteint la circulation générale, ce qui se traduit par une diminution d'efficacité du médicament. Ces interactions se produisent notamment lors de la coadministration de médicaments avec des antiacides ou des pansements gastriques. À titre d'exemple, lors de l'administration de clindamycine, un médicament antibiotique, en même temps que du Smecta, un pansement gastrique, le pansement gastrique tapisse la surface de l'intestin et forme une barrière qui empêche l'absorption digestive de la clindamycine. La clindamycine n'étant plus absorbée, ses concentrations sanguines sont très faibles, ce qui se traduit par une diminution importante de l'efficacité de l'antibiotique. Lors de la prescription d'un pansement gastrique avec d'autres médicaments, il est essentiel d'administrer le pansement gastrique à distance des autres médicaments, c'est-à-dire au moins 2 heures après, de manière à ne pas perturber leur absorption digestive. De la même façon, les antiacides peuvent modifier l'absorption des médicaments co-administrés. Par exemple, les antiacides composés de sel d'aluminium ou de sel de magnésium peuvent former des complexes insolubles avec la ciprofloxacine, un médicament antibiotique. Ces complexes sont très difficilement absorbés à travers l'épithélium digestif, ce qui entraîne une diminution importante de l'absorption digestive de la ciprofloxacine et donc un risque d'inefficacité du traitement antibiotique. De nombreuses interactions se produisent également au niveau de la phase de métabolisme des médicaments. Les interactions médicamenteuses impliquant le métabolisme sont de 2 types, l'inhibition enzymatique et l'induction enzymatique. Dans l'inhibition enzymatique, les médicaments inhibiteurs enzymatiques inhibent le métabolisme des médicaments co-administrés métabolisés par ces mêmes enzymes. Il en résulte une augmentation des concentrations sanguines de ces médicaments et donc une augmentation du risque d'effets indésirables. Au contraire, lors d'une induction enzymatique, les médicaments inducteurs enzymatiques augmentent la synthèse des enzymes hépatiques et vont donc accélérer le métabolisme des médicaments co-administrés métabolisés par ces mêmes enzymes. Il en résulte une diminution des concentrations sanguines de ces médicaments et donc une diminution de leur effet. Les enzymes le plus fréquemment impliquées dans le métabolisme des médicaments étant les cytochromes P450, de nombreuses interactions médicamenteuses impliquent des inhibiteurs de ces cytochromes. Si l'on prend le cas de l'administration seule d'un médicament M, substrat des cytochromes P450, à un patient, le médicament M va être métabolisé par ces enzymes en un métabolite. Si le patient prend de façon concomitante le médicament M et un médicament P qui est un inhibiteur des cytochromes P450, le médicament P va se fixer sur les cytochromes P450 et empêcher le métabolisme du médicament M. Le médicament M ne peut donc plus être dégradé, il va s'accumuler dans l'organisme, majorant ainsi le risque d'effets indésirables. Le médicament inhibiteur des cytochromes P450 le plus connu actuellement est le ritonavir, un médicament utilisé dans le traitement de l'infection par le VIH.
Cette diapositive présente un exemple d'interaction médicamenteuse par inhibition enzymatique. Un patient prend simultanément de la simvastatine, un médicament hypolipémiant, et du ritonavir, un médicament antirétroviral indiqué dans le traitement de l'infection par le VIH. La simvastatine est très largement métabolisée par le cytochrome P450-3A4, alors que le ritonavir est un inhibiteur puissant de ce même cytochrome. Si on les administre ensemble, le ritonavir va se fixer sur le cytochrome 3A4 et l'empêcher de métaboliser correctement la simvastatine. La simvastatine va donc s'accumuler dans l'organisme. Il y a un risque élevé de voir apparaître le principal effet indésirable de la simvastatine, la rhabdomyolyse, c'est-à-dire une destruction massive des muscles. De la même façon, de nombreuses interactions médicamenteuses impliquent des inducteurs des cytochromes P450. Dans le cas de l'administration seule d'un médicament M, substrat des cytochromes P450, à un patient, le médicament M va être métabolisé par ces enzymes en un métabolite. Si le patient prend de façon concomitante le médicament M et un médicament Q, qui est un inducteur des cytochromes P450, le médicament Q va entraîner une synthèse accrue de cytochrome P450 par la cellule, accélérant ainsi le métabolisme du médicament M. Le médicament M est donc dégradé très rapidement, ses concentrations dans l'organisme vont donc décroître de façon très importante. Il y a alors un risque majeur d'inefficacité du traitement par le médicament M. Le médicament inducteur des cytochromes P450 le plus connu est la rifampicine, un médicament antibiotique. Cette diapositive présente un exemple d'interaction médicamenteuse par induction enzymatique. Un patient prend simultanément de la cyclosporine, un médicament utilisé pour lutter contre le rejet de greffe d'organes, et de la rifampicine, un médicament antibiotique. La cyclosporine est très largement métabolisée par le cytochrome P450-3A4, alors que la rifampicine est un inducteur puissant de ce même cytochrome. Si on les administre ensemble, la rifampicine va entraîner une augmentation de la fabrication de ce cytochrome 3A4 par la cellule hépatique. L'excès de cytochrome 3A4 ainsi formé va métaboliser de façon très importante la cyclosporine. Les concentrations sanguines de cyclosporine vont donc diminuer très fortement. Il y a un risque élevé que le traitement par cyclosporine s'avère inefficace et que le patient fasse un rejet de greffe. Parmi les inducteurs et les inhibiteurs des cytochromes P450, il y en a deux à bien connaître. Le jus de pamplemousse, qui est un inhibiteur des cytochromes P450, et le millepertuis, très utilisé en tisane, qui est un inducteur des cytochromes P450. Il est recommandé d'éviter d'administrer des médicaments avec du jus de pamplemousse ou de la tisane de millepertuis. Les deux types d'interactions médicamenteuses pharmacocinétiques les plus rencontrés sont donc les cas d'induction et d'inhibition enzymatique. L'induction enzymatique fait intervenir une synthèse d'enzymes du métabolisme supplémentaire par les cellules hépatiques, alors que l'inhibition enzymatique est due à la fixation de l'inhibiteur sur le cytochrome P450, empêchant ainsi le médicament substrat de s'y fixer. En ce qui concerne les conséquences de ces interactions, l'induction enzymatique, qui met plusieurs jours à s'installer, entraîne une diminution des concentrations sanguines des médicaments et une augmentation des concentrations sanguines des métabolites, puisqu'elle résulte d'une accélération du métabolisme. La conséquence clinique est souvent une inefficacité du traitement. En revanche, l'inhibition enzymatique, dont l'effet est immédiat, entraîne une augmentation des concentrations sanguines de médicaments et une diminution des concentrations sanguines des métabolites, puisqu'elle résulte d'une interruption du métabolisme.
La conséquence clinique est généralement une augmentation des effets indésirables du traitement. Les interactions médicamenteuses sont, comme on le voit, très nombreuses et peuvent concerner tous les médicaments présents sur le marché. Il ne s'agit pas de toutes les apprendre par cœur, mais d'acquérir quelques réflexes sur les situations, sur les familles de médicaments à risque et surtout d'être capable de trouver l'information en cas de doute sur une prescription. Cette dernière partie du cours a pour objectif de donner quelques exemples de supports facilement accessibles répertoriant les interactions médicamenteuses. Dans le résumé des caractéristiques du produit de tous les médicaments, figure systématiquement une rubrique Interactions médicamenteuses qui décrit les classes médicamenteuses qui ne doivent pas être associées avec le médicament concerné, le mécanisme de l'interaction et la conduite à tenir au cas où les médicaments seraient associés par erreur. L'exemple présenté sur la diapositive est un extrait du paragraphe Interactions médicamenteuses du RCP du mycophénolate mofétyle, un médicament immunosuppresseur indiqué en prévention des rejets de greffe. On constate notamment que le mycophénolate mofétyle fait l'objet d'une interaction avec la cholestéramine, celle-ci entraînant une diminution des concentrations sanguines du médicament immunosuppresseur. Les conséquences seront une diminution de l'efficacité du mycophénolate mofétyle, pouvant aller jusqu'au rejet de greffe. L'ANSM, l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé, édite régulièrement un thésaurus des interactions médicamenteuses qui regroupe toutes les interactions décrites pour chaque médicament mis sur le marché avec le niveau de risque de l'interaction, association à prendre en compte, précaution d'emploi, association déconseillée ou contre-indication. Le thésaurus précise également le risque encouru et la conduite à tenir, par exemple une surveillance clinique ou biologique accrue. L'exemple présenté sur la diapositive est le paragraphe du thésaurus des interactions médicamenteuses concernant une substance à l'origine de nombreuses interactions avec des médicaments, le millepertuis. On note que l'administration de millepertuis est contre-indiquée chez les patients sous anticoagulants oraux, sous anticonvulsivants et sous digoxine. L'association avec la carbamazépine est-elle déconseillée? Différentes bases de données existent sur les médicaments, en particulier la base Teriac. Cette base donne accès gratuitement, sur simple inscription, à des informations similaires à celles contenues dans le RCP des médicaments, y compris des informations sur les interactions médicamenteuses. La diapositive présente un exemple tiré de la base Teriac concernant le tacrolimus, un médicament immunosuppresseur sujet à de nombreuses interactions. En conclusion, il existe de très nombreuses possibilités d'interaction médicamenteuse du fait du grand nombre de médicaments disponibles sur le marché. Mémoriser toutes les interactions décrites est bien sûr illusoire, mais il est en revanche indispensable de bien connaître les différentes sources possibles d'informations sur ces interactions. Quelques conseils sont à prendre en compte pour limiter la survenue des interactions médicamenteuses chez les patients. Tout d'abord, il faut se limiter aux traitements indispensables pour éviter de polymédiquer le patient. Ensuite, les patients doivent être informés des risques de l'automédication. Les médicaments pris sans ordonnance peuvent provoquer des interactions médicamenteuses avec les autres médicaments prescrits. Lors de l'instauration d'un nouveau traitement, il faut être attentif aux signes avant-coureurs d'effets indésirables ou d'inefficacité du traitement qui pourraient indiquer une interaction médicamenteuse. Enfin, il est indispensable de respecter les conditions d'administration des médicaments pour éviter de générer des interactions médicamenteuses supplémentaires.